Bonjour les jeunes, j'espère que vous allez bien. Comme promis, ceci est une vidéo explicative de la troisième phase de l'élaboration de la stratégie de commerce électronique, à savoir la phase de déploiement de la stratégie. Nous avons abordé lors des deux capsules vidéo la première phase, à savoir celle de l'initiation et puis celle de la formulation de la stratégie. Maintenant, on va aborder beaucoup plus en détail cette troisième phase qui s'avère très intéressante. Donc, afin de déployer une stratégie e-commerce, il faut être conscient de la situation critique que vous êtes en train de vivre au sein de l'entreprise. Il faut savoir que la plus brillante des stratégies peut tourner à l'échec si elle est mal exécutée. Donc, comparativement aux enseignes de distribution traditionnelles, la chaîne de décision est plus courte dans le commerce électronique, ce qui rend le problème d'exécution peut-être moins critique que pour les enseignes en réseau qui disposent de plusieurs centaines de localisations réparties sur un grand territoire. Ceci nous permet de relever plusieurs questions d'ordre central, comme par exemple, quel est le modèle de revenu adopté par ces entreprises e-commerce sur Internet? Est-ce que les décideurs e-commerçants vont opter pour des éventuelles stratégies d'alliance afin de ne pas vouloir réaliser l'ensemble des activités dans la chaîne de valeur? Quelle est la vitesse d'exécution choisie par ces e-commerçants? Surtout que plusieurs praticiens du domaine parlent d'un temps Internet où chaque trimestre sur le web équivaudrait à une année réelle en termes d'élaboration de stratégie et de planification. Commençons par les modèles de revenus. Il faut savoir qu'il existe plusieurs sources de revenus pour un site marchand. Elles dépendent principalement du modèle d'affaires retenu. Leur combinaison représente un enjeu stratégique important pour assurer le développement du chiffre d'affaires. Chaque modèle de revenu, communément appelé business model, repose sur une combinaison de ressources de revenus, revenu modèle. Il existe 5 principales sources de revenus telles que présentées sur le slide. Il est à noter que le premier modèle de revenu est clairement transactionnel puisqu'il repose sur une activité de revente permettant de dégager une marge commerciale. En revanche, les trois autres modèles de revenus peuvent être qualifiés de relationnels, dans le sens où le site joue un rôle de mise en relation entre les acheteurs et les vendeurs, notamment pour type de revenus comme commission et revenus d'affiliation, ou entre le cible et les annonceurs par rapport au modèle de revenus publicitaires. Par exemple, une entreprise qui achète des produits pour les revendre sur son site web va opter pour un modèle de revenu basé sur la marge. Tandis que, si je prends l'exemple d'Amazon, l'un des acteurs les plus profitables du commerce électronique, repose historiquement sur un modèle de commission sur les ventes réalisées entre particuliers et maintenant de plus en plus entre boutiques en ligne et particuliers. Pour les revenus publicitaires, il faut savoir que ce modèle constitue une source de revenus pour les sites de courtage, les infomédiaires, comme Avito par exemple, notamment les guides d'achat sur des portails, et les places de marché électroniques, par exemple Jumia. Ce sont les sites à plus fort trafic qui sont les mieux placés pour tirer un profit des millions de pages de vues sur lesquelles ils peuvent exposer des bannières. Les bannières, ça rentre dans le cadre de l'affichage publicitaire sur Internet. Et surtout des liens promotionnels, comme les liens d'annonce qu'on trouve sur Google. Ce sont des liens sponsorisés. Donc, maintenant, je vais parler sur les revenus d'affiliation. Les revenus d'affiliation sont des revenus qui sont issus des programmes d'affiliation et qui ont connu leur apogée entre 2013 et 2015. Et ça constitue jusqu'à aujourd'hui un revenu intéressant surtout pour les blogueurs. Ça consiste principalement à transférer le capital confiance dont dispose par exemple un blogueur, auprès d'une communauté vers un lien de site e-commerce ou vers l'achat d'un produit ou service sur Internet en contrepartie
d'un revenu versé par les entreprises émettrices de ces programmes d'affiliation. En ce qui concerne les sources de revenus issues des prestations de services sur Internet, il s'agit d'un côté d'un modèle de revenus choisi par les freelancers sur des plateformes comme Upwork ou Fiverr, comme des sociétés qui commercialisent des services de création de sites web sur Internet, ou bien de comptabilité, ou bien de e-learning et compagnie. De plus en plus, ce modèle de revenus se développe sur Internet car il y a une demande accrue sur les compétences à l'échelle internationale et ceci est encouragé notamment par l'activité e-commerce qui est surtout basée sur des stratégies d'alliance. Donc, grosso modo, chaque business model repose sur une combinaison de sources de revenus et peut faire appel à plusieurs modèles de revenus à la fois. Donc l'entreprise ayant pris position dans dans un réseau de valeur, revente, intermédiation, production, transformation des produits, prestation de services, tel que expliqué dans la vidéo précédente, la question est alors de savoir quelles sont les activités précises qu'elle va réaliser elle-même et quelles sont celles qu'elle va déléguer à des prestataires, des partenaires ou bien des alliés. Donc, elle a le choix soit d'externaliser, soit d'internaliser, ou bien d'opter pour des partenariats d'alliance. Généralement, dans toutes les entreprises, la tendance générale est l'externalisation. Certains laboratoires pharmaceutiques externalisent même la recherche et développement. Le commerce électronique n'y échappe pas à cette règle. Elle est même probablement plus forte dans ce domaine car l'externalisation est plus prononcée dans les secteurs technologiques et encore plus dans les jeunes entreprises qui subissent moins les contraintes du passé. Les 2 tiers des sites marchands américains emploient moins de 10 personnes. Ce chiffre montre assez clairement que les sites utilisent des compétences extérieures dans une logique d'externalisation. Cela dit, l'externalisation ne présente pas que des avantages. L'apprentissage de compétences nouvelles sera limité et l'entreprise sera bien souvent dans une situation de dépendance. Il est donc recommandé d'envisager dès le départ les voies de sortie contractuelles pour pouvoir voler de ses propres ailes le moment venu. Il convient également de profiter de ce partenariat pour développer progressivement ses propres compétences en matière de e-commerce. Quant à l'internalisation, elle présente l'intérêt de favoriser l'innovation et la créativité, à condition de savoir détecter et mettre en mouvement les ressources et compétences que l'entreprise maîtrise et dont elle peut disposer en surplus. En effet, selon plusieurs académiciens, les choix opérés en termes d'organisation de l'activité déterminent largement les charges supportées par l'entreprise, mais également les opportunités d'exploitation de compétences et de ressources émergentes, et donc les opportunités de revenus. Il faut dire que certaines entreprises ne se contentent pas d'utiliser des ressources et compétences excédentaires, comme par exemple capacité de stockage utilisée, position libre dans un centre d'appel ou bien personnel qualifié en matière de développement informatique, mais prennent la décision volontariste de développer des ressources et compétences pour les revendre à d'autres, notamment des concurrents, pour opter ainsi à des sources de revenus additionnelles sous forme de prestations de services comme c'est cité tout à l'heure. Les alliances peuvent prendre la forme de partenariats commerciaux. Commercialisation des produits de l'un sur le site de l'autre, mise en avant des promotions de l'un sur les espaces de l'autre, accès à des bases de données clients en échange d'une commission sur les ventes réalisées, comme elles peuvent être des partenariats autour de contenus éditoriaux, comme par exemple des sites médias, des émissions de télévision, des émissions sur radio. En général, les partenariats commerciaux peuvent être équilibrés par des actions qui se compensent par un apport d'espace publicitaire et d'espace de vente, ou encore par des paiements, commissions sur les ventes par exemple réalisées. Dans certains cas, ils induisent même une prise de participation capitalistique. Ce qui nous ramène à la vitesse d'exécution. Par rapport à la vitesse d'exécution du projet e-commerce, il faut savoir que c'est une question cruciale qui doit être traitée par le manager. Faut-il impérativement être le premier? C'est la question de l'avantage ou du pionnier.
Faut-il tenter de passer directement d'une présence éditoriale à une présence commerciale rentable? Combien d'années sont nécessaires pour parcourir ce chemin et atteindre une zone de profitabilité? Le fait d'être le premier sur un marché ne donne pas nécessairement un avantage systématique et durable. La liste des premiers qui ont été dépassés est longue. Il suffit de faire une petite recherche sur Google et on peut le confirmer, y compris en matière de e-business. Par exemple, le Netscape par Internet Explorer, puis par Google Chrome dans les navigateurs. Dans les moteurs de recherche, on peut citer que l'exemple de Yahoo, qui a été dépassé par Google. La publicité en ligne, dans le temps, il y avait MySpace, qui a été dépassé par Facebook, et maintenant il y a Instagram, surtout dans les réseaux sociaux. eBay, qui a été dépassé par Amazon dans la vente en ligne. Par ailleurs, de nombreuses études ont montré qu'être le premier procure un avantage en termes de part de marché, mais que les pionniers sont souvent moins rentables que les suiveurs. Le fait est qu'ils doivent consacrer des ressources considérables à développer des technologies et à construire le marché à partir de presque rien. En revanche, être le premier présent, ou bien être le pionnier, présente un intérêt non négligeable, celui de façonner le marché comme le cas pour l'entreprise Tesla. Les suiveurs vont donc devoir s'adapter aux normes fixées par le pionnier ou devoir les dépasser pour prendre pied dans le marché. Donc, l'idéal est de ne pas confondre vitesse et précipitation et tomber dans une erreur de positionnement qui peut coûter très cher en matière d'investissement. D'ailleurs, une étude menée dans le domaine du commerce électronique, de vêtements et d'accessoires montre que pour s'assurer les meilleures chances de succès, la présence doit être progressive, de façon à combler graduellement des knowledge gaps et réaliser des sauts de connaissances indispensables. Cela dit, il est considéré de prévoir la possibilité de réaliser des transactions dès la première étape, même si la démarche doit rester modeste. Il faut déjà commencer par une simple présence sur Internet avec un site web de présence, en minimisant les coûts et en maximisant l'utilité fonctionnelle du site, en investissant peu en publicités essentielles, et cet investissement doit être essentiellement dans une publicité virale, sans fixer de cap stratégique à ce stade. Cette étape permet de mieux évaluer l'opportunité de vendre en ligne et de développer les premières compétences, notamment technologiques. Deuxièmement, il faut développer des compétences en traitement de l'information, en orientant la réflexion stratégique à partir d'une meilleure connaissance des produits, des technologies et du marché. Ces deux premières étapes s'étalent sur une durée approximative d'un an. Troisièmement, il faut créer de la valeur chez le client par l'innovation et la créativité en réorganisant l'offre, les promotions et les services autour des attentes des clients, en débutant une intégration off et online et en générant un premier flux de revenus. Quatrièmement, il faut faire une intégration avancée des processus et des technologies en mettant à plat les processus pour les améliorer, notamment celles logistiques, en recrutant des compétences spécifiques. Par exemple, tout ce qui concerne le marchandage électronique, en réorganisant les structures, en ajustant les achats et les ventes, sur les ventes, en consolidant la puissance de la marque et en poursuivant l'intégration off et online. Cette étape et la précédente durent approximativement 2 ans. Dernièrement, cinquièmement, il faut faire une maximisation de la valeur en intégrant complètement le back-office au site web, en développant des services, notamment des services liés à la personnalisation de l'offre, en alignant le marketing offline et online, et en développant éventuellement d'autres sites de vente en ligne. Cette dernière étape dure environ un an. Généralement, la phase de démarrage est suivie dans le meilleur des cas d'une phase de croissance.
puis des phases de consolidation, d'internationalisation, voire d'acquisition de nouveaux projets, ou bien de nouvelles activités, ou bien de nouvelles entreprises. Donc, les financements nécessaires au démarrage de l'activité peuvent être constitués de l'apport personnel du créateur et de ses proches, ce qu'on appelle communément love money. Il est ensuite rapidement recommandé de s'entourer de business angels, qui peuvent apporter leurs conseils, mais également cautionner la recherche de fonds dans la phase ultérieure, en particulier quand ces business angels sont compétents et réputés, du fait de leurs expériences personnelles et de leur vécu. À ce stade de développement, les sites qui réussissent le mieux se tournent donc vers des fonds. Même si le secteur du commerce électronique attire les investisseurs environ 200 millions d'euros en rythme annuel, soit 28% des investissements, tous les sites demandeurs n'obtiennent cependant pas malheureusement les fonds nécessaires, loin s'en faut. Si le site fait appel avec succès à des fonds, il est recommandé de s'entourer de plusieurs fonds complémentaires, notamment en termes de compétences et d'exigences, afin de réduire la pression éventuelle qui s'exerce sur l'équipe dirigeante. Il est également conseillé de spécifier clairement les visions de chacun dans un pacte d'actionnaires, notamment le niveau de valorisation attendu et les conditions de sortie, à savoir vendre son e-business avec une bonne plus-value. Parce que à chaque fois qu'on commence un e-business, il faut prévoir le modèle d'affaires, mais en même temps, il faut prévoir ses conditions de sortie. Généralement, les entrepreneurs décident de ne pas rester sur la même activité au-delà de 5 ans et décident de déléguer l'intrapreneuriat à des gens qui sont spécialisés dans ce domaine et se focaliser sur ce qu'ils maîtrisent le plus, à savoir l'entrepreneuriat numérique. En gros, les financements seront utilisés différemment selon le stade de croissance de l'entreprise. Ils peuvent servir à augmenter la notoriété du site et à créer du trafic, à consolider le management, à accompagner l'internationalisation, localisation du site, achat de stock par exemple, l'investissement marketing, etc., voire à permettre des acquisitions de concurrents sur le même territoire ou à l'international, ce qu'on appelle des stratégies de croissance externe. Donc voilà, notre vidéo touche à sa fin. J'ai présenté 3 phases dans 3 vidéos explicatives afin de vous aider à mieux comprendre la démarche dans sa globalité. Visualisez les vidéos plusieurs fois pour combler vos lacunes et faites des recherches s'il le faut. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.